bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème du repérage précoce et de l'intervention brève en addictologie avec le docteur Thierry Ventre que je remercie d'avoir accepté d'intervenir. Je suis Lisbeth Fleur, responsable de la communication au CRES, accompagnée de Cécile Chaussignan, chargée de projet, Marion Sylvain qui organise ces webinaires et les présente habituellement étant absente cette semaine. Je rappelle que le CRES, Comité régional d'éducation pour la santé, est un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique. Parmi ses missions, depuis 2016, le rôle d'ambassadeur régional de la campagne nationale de lutte contre le tabagisme Moi sans tabac, aux côtés de l'Agence régionale de santé et de Santé publique France. Aux côtés également de près de 250 acteurs en région qui se mobilisent chaque année pour relayer cette campagne et déployer des actions de proximité. Alors, ce webinaire fait partie d'une série de 8 réunions en ligne organisées dans le cadre du Mois sans tabac 2020 qui vous sont proposées depuis octobre et jusqu'en mai 2021. Donc, c'est le 4e. Nous avons évoqué précédemment le marketing social, le lien entre tabac et Covid-19 ou encore l'entretien motivationnel. Et vous pouvez retrouver les contenus de ces webinaires précédents sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Les prochains webinaires porteront sur tabac et gestion du poids le 11 février prochain, sevrage tabagique et approche complémentaire le 11 mars, objectif génération sans tabac avec les politiques publiques de prévention du tabagisme, ce sera le 15 avril. Et enfin, une présentation d'outils pédagogiques sur la thématique tabac vous sera proposée pour clôturer ce cycle en mai 2021. Alors, docteur Thierry Ventre, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Vous êtes médecin référent au DICAT 13, le dispositif d'information et de coordination en addictologie des Bouches-du-Rhône. Vous êtes aussi médecin addictologue au XAPA de la Seine-sur-Mer. Vous travaillez sur la thématique des addictions et faites de la formation depuis une dizaine d'années. Alors, vous allez donc intervenir sur le RPIB, repérage précoce intervention brève, qui est une approche qui a fait ses preuves pour permettre, dans un temps limité, de repérer une consommation à risque et de susciter un changement de comportement. C'est une démarche qui est aujourd'hui recommandée par les pouvoirs publics pour une utilisation par les professionnels de santé de premier recours sur les thématiques alcool, cannabis et tabac. Vous allez nous en présenter le principe général, les outils disponibles et l'adaptation qui peut en être faite pour la prise en charge des fumeurs. Donc, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'espère que ma présentation sur un sujet un petit peu ardu comme le repérage précoce et l'intervention brève ne va pas vous orienter vers une sieste parce qu'en postprandial comme ça c'est quelque chose de toujours possible. Donc je vais essayer de vous intéresser au mieux à ce sujet qui est fondamental dans la prise en charge des addictions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure avec le chat sur des éléments de compréhension de ce qui est en train de se dire, de ce qui est à l'écran. Si vous avez des questions plus générales, eh bien on les posera à la fin et on pourra en débattre. Voilà. Donc le RPIB, le repérage précoce et intervention brève, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des priorités du plan addiction 2013-2017 et malheureusement, jusqu'à présent, je trouve que ça a été assez peu proposé dans des cadres d'information ou de formation. Et donc, j'étais très heureux quand on m'a proposé de faire cette présentation. Et puis, je me suis dit, quand même, le RPIB limité au tabac, ça va être quand même très compliqué parce que c'est un des domaines d'application du RPIB qui n'est pas du tout typique de ce qu'est le RPIB et qui est même un petit peu, qui est même franchement à part dans ce domaine-là. Et donc, j'ai proposé au CRES, qui a immédiatement accepté, qu'on fasse une présentation générale du RPIB, qu'on présente aussi, en tout cas aujourd'hui, ses avantages dans la prise en charge des addictions générales, et notamment de l'alcool. Donc, qu'est-ce que c'est le RPIB? Le RPIB, c'est une démarche de prévention secondaire en soins primaires. Alors, prévention secondaire, c'est quoi? C'est une tentative, si vous voulez, pour diminuer la prévalence d'une maladie.
ou alors de diminuer un certain nombre de facteurs de risque, ou d'éviter des conséquences qui pourraient être liées à un comportement ou une consommation. Donc, vous voyez qu'on intervient, si vous voulez, très en amont des problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. En soins primaires, c'est quoi les soins primaires? Alors, les soins primaires sont des soins qui sont essentiels à la santé, aux personnes, qui doivent être d'accès libre et volontaire, si vous voulez, pour les personnes. Et donc, pour l'OMS, l'acteur idéal de soins primaires, c'est le médecin qui va répondre à 90% des demandes de 90% des patients. Donc là, on comprend immédiatement que ça n'existe pas. Et que donc forcément, les intervenants de soins primaires, ça va être beaucoup plus large que ça. Alors ça va être très souvent effectivement des professionnels de santé, des infirmières, infirmières scolaires, mais d'autres médecins, médecins du travail, les gynécologues obstétriciens, les urgentistes, mais aussi les pharmaciens, les kinés. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin d'autres intervenants. On va avoir besoin des psychologues, des préventeurs, des éducateurs, des travailleurs sociaux qui sont au contact des populations auprès desquelles il est nécessaire d'avoir ces interventions. Donc, quel est l'objectif du RPIB? C'est d'identifier des situations, dans le cadre des addictions en tout cas, de consommation problématique ou qui risquent de le devenir, et d'engendrer un changement de comportement. Donc ça a été mis en place par l'OMS dans les années 90 et ça a été étudié essentiellement dans le cadre de l'alcool. Vous comprendrez un petit peu plus loin pourquoi. Et donc, on a aujourd'hui quand même énormément de données, si vous voulez, sur le RPIB, en tout cas dans le domaine de l'alcool, et on commence à en avoir aussi un certain nombre dans d'autres domaines. Donc, vu l'efficacité que ça pouvait avoir, on s'est dit, ce principe-là, on va essayer de l'étendre, de l'adapter à d'autres consommations, à d'autres problématiques. Et donc, c'est comme ça, si vous voulez, que ça a été notamment proposé dans le tabac et le cannabis. Alors, il faut bien comprendre quels sont les enjeux. Le tabac, comme l'alcool, coûte en France 120 milliards d'euros chacun par an. Donc ça, c'est Reynaud et Carrière en 2016 qui l'ont montré. Le tabac, c'est 75 000 morts prématurées en France par an. L'alcool, c'est 41 000 morts prématurées par an. Mais surtout, dans le cadre de l'alcool, 50% de ces personnes ne sont pas dépendantes de l'alcool. Un mort sur deux, à cause de l'alcool, n'est pas alcoolodépendant. Et là, c'est vraiment un domaine dans lequel le RPIB a toute son efficacité. Et puis, au-delà de la mortalité, il y a avec tous ces produits des morbidités très élevées, puisque environ une hospitalisation sur deux en France est liée à des consommations de produits. Donc vous voyez, c'est énorme. Au-delà même de la morbidité, les conséquences sociales sont très importantes, puisque au niveau, par exemple, des incarcérations, une incarcération sur deux, là aussi, est liée à une consommation de produits. Au niveau des accidents, un accident sur deux en moyenne, que ce soit accident de la circulation, accident domestique, accident du travail, est lié là encore à des consommations de produits. Donc vous voyez que le coût des consommations de produits, le coût social est très élevé. Malgré tout, l'alcool est le produit le plus dommageable de toutes les substances psychotropes confondues. On va le reprendre dans quelques instants. Et ce qui est très important, c'est que surtout, le niveau de preuve que l'on a de l'efficacité du RPIB est très élevé. Pour vous donner juste un exemple, 30 à 50% des consommateurs excessifs d'alcool diminuent durablement leur consommation à court terme, et cela contrôlé jusqu'à 4 ans après une seule intervention. Donc, en résumé, ça veut dire que entre 30% et la moitié des personnes chez qui on va pratiquer un repérage et une intervention brève vont être capables de ramener leur consommation d'alcool dans un niveau de moindre dangerosité, si vous voulez, où ils vont être plus en sécurité par rapport à leur consommation. Alors ça, c'est un chiffre général. Quand on fait les études par tranche d'âge ou par sexe, on voit que c'est quand même un petit peu différent.
Ça, c'est tout à fait vrai chez les hommes. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup moins vrai chez les femmes. Et on connaît la raison. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc je vous disais que l'alcool est le produit le plus dommageable. Vous avez ici ce schéma qui représente par produit psychoactif, les dommages dont ils sont responsables, dommages à autrui en rouge, dommages à la personne en bleu. On voit qu'effectivement, et de fort loin, l'alcool est le produit le plus dommageable. Et il a une autre caractéristique, c'est que c'est le seul produit qui soit plus dommageable pour les autres que pour le consommateur lui-même. Vous voyez, le dommage aux autres, c'est en rouge. Et donc, rappelez-vous ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, 50% des morts du fait de l'alcool sont des gens qui ne sont pas dépendants. Ça va être des gens qui ont consommé et qui ont eu des accidents, ça va être des personnes qui ont été victimes de violences, d'accidents de la part de gens qui ont consommé. Et puis, bien sûr, dans les morts, il va y avoir des victimes dépendantes. Quand on part vers la droite, on voit ensuite l'héroïne, qui est un produit effectivement extrêmement dommageable. On voit ensuite le crack, c'est-à-dire la cocaïne fumée, et puis la cocaïne sniffée, et puis enfin le tabac, et un petit peu plus loin le cannabis. Donc, le RPIB s'adresse à qui? Il s'adresse à toutes les personnes ayant des consommations à risque ou nocives, mais pas aux personnes dépendantes, du moins en principe. On va essayer d'intervenir avant que les dommages soient installés. Et pour arriver à faire ça, effectivement, il vaut mieux le faire chez des gens qui ne sont pas encore devenus dépendants, puisque la dépendance, dans le domaine des addictions, ça change totalement la donne. Il y a des publics qui sont plus vulnérables que d'autres, ce sont les jeunes, les femmes, les personnes âgées. Le RPIB n'est pas destiné aux jeunes. D'ailleurs, si vous regardez les recommandations de l'HAS pour la mise en place du RPIB alcool, tabac, cannabis, vous verrez que c'est précisé pour les adultes. Effectivement, la façon d'intervenir chez les jeunes n'est pas du tout la même que celle des adultes. Et si on essaie d'intervenir de la même façon auprès des jeunes qu'auprès des adultes, eh bien, en général, ça ne va pas marcher. Les femmes, pour diverses raisons, des raisons physiologiques, bien sûr, des critères de vulnérabilité physiologique, mais aussi des raisons beaucoup plus sociales, notamment de mode d'entrée dans les addictions et surtout de fonction des addictions. Finalement, une addiction, ça sert à quelque chose. C'est toujours une solution avant d'être un problème. Et les raisons d'utilisation de l'addiction en tant que solution ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et si l'efficacité du RPIB à moyen et long terme n'est pas la même chez les hommes et les femmes, eh bien c'est pour ces deux raisons, des facteurs de vulnérabilité différents et surtout des fonctions de consommation différentes. Et puis aussi les personnes âgées. Alors vous allez me dire, mais chez les personnes âgées, finalement, les consommations, elles sont là depuis longtemps et elles peuvent être dommageables. Pas forcément, vous savez, il n'y a pas d'âge pour entrer dans une consommation, dans une addiction. Et même chez les personnes âgées, eh bien, il est intéressant de s'intéresser à cette technique du RPIB. Juste un exemple. Boire un verre ou deux de vin 2-3 fois dans la semaine, eh bien, effectivement, ça ne va pas poser de problème si on ne dépasse pas un certain nombre de verres par semaine. Mais boire 1 ou 2 verres de vin quand on est très âgé, qu'on est polymédiqué et que nos métabolismes, si vous voulez, ont une efficacité extrêmement diminuée, eh bien, ça peut être beaucoup trop et être à l'origine d'un certain nombre de problèmes, notamment avec des médicaments psychotropes. Ça peut être à l'origine de vertiges, de chutes. Et donc, même chez les personnes âgées, il peut être intéressant de pratiquer le RPIB. Tout ça, ça se fait dans le cadre de consommation de produits psychotropes. Et vous savez que depuis le DSM-5, on n'est plus sur les notions
d'usage à risque, d'usage nocif et d'addiction. On est aujourd'hui sur les troubles de l'usage. Alors, c'est un système qui présente un inconvénient, c'est-à-dire qu'on arrive beaucoup moins à se présenter les choses, hein, parce que parler d'usage, parler d'addiction, on voit bien ce que c'est. Usage à risque aussi, usage nocif, on l'imagine bien. Parler de troubles légers, de troubles modérés, de troubles sévères, c'est un peu plus compliqué. D'autant plus que pour avoir cette classification, on a une liste de 11 questions auxquelles on répond par oui ou non, on fait le total et on voit un petit peu dans quelle catégorie on est et on propose à ce moment-là, eh bien pour un trouble léger, pas de soins, pour un trouble modéré, eh bien réduction des risques et des dommages et pour un trouble sévère, une prise en charge spécialisée. Sauf que pas de soins, ben si, c'est vraiment là justement que le RPIB va être intéressant, y compris d'ailleurs dans le trouble modéré, parce que l'objectif, c'est d'éviter le passage justement au stade suivant. Donc le seul intérêt de ce nouveau système de troubles de l'usage, c'est de montrer qu'il y a une continuité, si vous voulez, entre les différents stades du comportement addictif. Hein, ce n'est pas des catégories tranchées, hein, c'est une progression, une évolution. Et donc à ce moment-là, on comprend bien qu'effectivement, on va avoir une importance plus grande d'intervenir dans les premiers temps de cette évolution. Je vous ai parlé de facteurs de risque et de vulnérabilité. Alors vous savez, jusqu'à présent, on avait le fameux schéma trivarié d'Olivenstein. Hein. L'addiction, c'est quoi? C'est la rencontre d'un individu avec un produit dans un environnement particulier. Alors ça, j'ai assisté à une conférence de Laurent Carilla il y a 2 mois et il nous a dit ça maintenant c'est has-been, hein, maintenant on fait ça. Et effectivement, c'est assez intéressant cette nouvelle présentation des facteurs de risque et de vulnérabilité parce que ça fait intervenir la personne au centre de tout ce qui peut être modifié par son environnement, par les produits, par sa génétique, par tout ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le développement de la personne par rapport à son milieu va être influencé par tout un tas de choses, par d'abord son sexe, c'est pas la même chose d'être face à une addiction quand on est un homme et une femme, c'est pas la même chose d'être face à une addiction en fonction du développement qu'on a eu pendant sa puberté, avec notamment l'influence au niveau de la maturation cérébrale d'un certain nombre de produits et notamment du cannabis et de l'alcool. C'est pas la même chose aussi au niveau des métabolismes quand on est jeune et quand on est âgé. Et c'est pas la même chose quand on consomme des produits depuis un certain temps, puisqu'il va y avoir une neuroadaptation, hein, c'est ce qu'on appelle la tolérance, qui va mener ensuite à la dépendance. Et donc tout ça va avoir une certaine influence sur tout un tas de circuits, hein, et notamment, par exemple, hein, les récepteurs nicotiniques qui vont avoir un rôle important dans le cadre de l'élagage synaptique, hein, qui est une espèce de nettoyage et de renforcement des circuits neuronaux. C'est pas la même chose aussi en fonction du tempérament, de la personnalité qu'on a. On sait qu'il y a un certain nombre de traits de caractère qui vont favoriser les addictions, hein, l'intolérance à l'ennui, l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, les troubles psychiatriques associés, hein, les troubles bipolaires, les troubles schizophrènes, psychotiques, mais aussi des facteurs génétiques, bien sûr, puisqu'on sait bien qu'il y a des facteurs génétiques qui vont jouer un grand rôle hein, dans la dépendance à l'alcool, par exemple, ou dans la vulnérabilité à certains produits. Et puis après, toujours des facteurs environnementaux, l'influence des pairs hein, au niveau de l'adolescence, hein, les gens qu'on va rencontrer. J'arrive d'une autre région, je suis nouveau dans ce lycée, là, je me sens un peu seul, et puis un groupe de mecs, là, ils ont l'air vachement sympas. J'aimerais bien faire partie de leur groupe et il se trouve que c'est des fumeurs de joints. Je vais me mettre à fumer des joints pour être avec eux, hein, pour faire société avec eux, pour faire groupe. Hein. Et puis les facteurs de stress dont on sait aujourd'hui qu'ils jouent un très grand rôle, notamment les stress chroniques pendant l'enfance. Hein. Et puis l'action
de certains produits que l'on va rencontrer dans l'environnement dans lequel on est. Alors, si on est en France, on a toutes les chances de rencontrer, par exemple, de l'alcool. Si on est au Yémen, l'alcool, on ne rencontrera pas. On va, par contre, rencontrer du khat. Et donc, ce n'est pas les mêmes produits qu'on va rencontrer, qu'on va consommer en fonction de l'environnement qui est le nôtre. Donc, je vous le disais, pour les jeunes et les adultes, c'est pas pareil. Alors, on ne va pas aborder aujourd'hui la prise en charge des jeunes, mais juste quelques mots, de façon à ce que vous compreniez bien qu'il ne faudra pas utiliser les mêmes techniques chez les adultes et chez les jeunes. Chez les jeunes, on parle d'intervention précoce. Alors, on fait repérage précoce, intervention brève. Là, on fait de l'intervention précoce. Donc, c'est une adaptation aux jeunes du RPIB. Ça en est quand même assez éloigné, mais l'objectif est le même finalement, hein, mais avec des moyens différents. Donc, c'est quoi? C'est promouvoir un environnement favorable à la santé, prévenir l'apparition de troubles et de dommages. C'est exactement notre objectif. Accompagner les jeunes ayant des comportements à risque et ou en situation de vulnérabilité, repérer les soutiens, les vulnérabilités de l'environnement et renforcer les compétences des jeunes et des adultes aussi de leur environnement. Chez les jeunes, les acteurs les plus pertinents de la prévention, c'est ceux de l'éducation et de l'environnement des jeunes, c'est-à-dire des milieux socio-éducatifs. Vous avez un site qui est très bien fait là-dessus, c'est celui qui est là, le site du GREA. Donc, qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas chez les jeunes? C'est les actions d'information strictes qui, très souvent, vont susciter la curiosité pour l'expérimentation. Donc ça, c'est ce qui se faisait en prévention il y a quelques décennies et dont on sait que ça ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, Philip Morris, vous savez, c'est un grand humaniste, il finance des campagnes de prévention contre le tabagisme auprès des jeunes parce qu'ils ont remarqué que chaque fois qu'il y avait une campagne de prévention contre le tabagisme, eh bien, la consommation de tabac des jeunes augmentait derrière. Donc c'est intéressant de les financer. Ce qui ne marche pas, c'est les intervenants non crédibles, les interventions basées sur la peur et l'exagération du risque, les interventions ponctuelles en rapport à une situation de crise, ça ne marche pas dans les milieux scolaires. On sait bien qu'il faut des interventions continues, un programme continu. Et ce qui ne marche pas avec les jeunes, c'est parler d'addiction. Alors pourquoi ça ne marche pas de parler d'addiction chez les jeunes? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas addicts, les jeunes. Ce sont des consommateurs. À l'adolescence, on construit son identité, on le fait dans la transgression, dans l'expérimentation. On expérimente les nouvelles sensations, les limites de ce corps qu'on ne connaît pas, qui est tout nouveau, on explore. Et donc, avec les jeunes, on va parler de consommation. Si vous leur parlez d'addiction, c'est mort, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'addiction. Mais si vous leur parlez de leur consommation, si vous les interrogez sur leur consommation et puis surtout sur ce qu'elle leur apporte, là, ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Donc, qu'est-ce qui marche chez les jeunes? C'est aller vers eux, développer les compétences psychosociales. Ça, on sait depuis longtemps avec l'OMS et la conférence d'Ottawa que c'est une des bases de la prévention chez les jeunes, mais aussi le développement des compétences parentales qui sont souvent malheureusement un petit peu limitées. Agir dans un cadre multi-interventionnel, multisystémique. Les approches motivationnelles, voyons, on y est déjà un petit peu là, et expérientielles. Alors, les approches expérientielles, c'est ça, c'est quoi? Eh bien, on ne va pas leur faire un cours aux jeunes sur les consommations, les produits. On va partir du principe que la connaissance, surtout quand ils sont en groupe, eh bien, collectivement, ils l'ont. Et donc, on va les interroger, plutôt les faire parler sur leur expérience, sur ce qu'ils savent, entre eux. On va en fait orienter, si vous voulez, la conversation pour que, eh bien, à travers ce qu'ils vont dire entre eux, eh bien, la connaissance émerge. L'aide à distance, ça marche pas mal, notamment les applications pour le tabac, ça c'est assez efficace. En plus, on en a un panel extrêmement varié, dont certaines sont destinées plus particulièrement aux jeunes en étant très ludiques. Les campagnes médias, quand elles sont bien faites, c'est pas toujours le cas. Et puis bien sûr, les interventions législatives et réglementaires, on sait très bien que ce qui marche le mieux dans la limitation de la consommation de tabac, c'est l'augmentation des prix.
Donc, ce qui fonctionne, c'est parler de consommation et pas d'addiction, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, c'est des consommateurs, c'est pas des addicts. Et leur parler d'addiction, c'est-à-dire de quelque chose qui les touchera dans 15, 20 ou 30 ans, pour eux, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, puisqu'entre-temps, monsieur, vous savez, moi, je consomme parce que ça me plaît, mais vous inquiétez pas, demain, j'arrête. Se décentrer du produit, ça, c'est très important aussi, hein, parce que c'est souvent des polyconsommateurs. Ils vont boire de l'alcool, fumer du tabac, du cannabis. Et donc, ça va être difficile de parler de chaque produit de façon différente. Des fois, ils vont prendre un peu de MD, des trucs comme ça, ou même des médicaments. De plus en plus, les jeunes, les pharmacies des parents étant pléthoriques, ont de plus en plus tendance à se servir un petit peu dedans. Et donc, on ne va pas pouvoir parler de chaque produit séparément. On va donc parler plutôt de ce que ça leur apporte, hein, de l'intérêt qu'ils y trouvent, des sensations qu'ils recherchent. Hein. Et on verra bien que finalement, les sensations qu'ils recherchent peuvent être procurées par la plupart des produits. Donc, abandonner les catégories de bonnes, mauvaises drogues, de drogue dure, drogue douce, ça n'existe plus depuis longtemps. Et donc, je vous le disais, s'intéresser à la fonction, le plaisir, la socialisation, le soulagement. Alors là, des fonctions, il y en a des tas. Hein. C'est quelque chose qu'on verra lors d'une formation complète, mais trop long pour être abordé aujourd'hui. Et puis, soutenir cette capacité qu'ils ont à intervenir sur leur propre santé, mettre en avant les ressources propres et de leur environnement pour les aider à se prendre en charge pour leur santé en général et éventuellement pour leur consommation. Un exemple d'intérêt du RPIB dans un domaine où on n'y pense pas souvent, c'est les alcoolisations ponctuelles importantes. Alors, ce qu'on va appeler le binge drinking pour les jeunes, mais qui est pratiqué aussi par les adultes. Il faut savoir que entre 2005 et 2010, les alcoolisations ponctuelles importantes ont doublé chez les étudiants et été multipliées par 4 chez les femmes. Depuis 2010, les chiffres ont peu changé. Ils sont à peu près équivalents. Ils ont même légèrement baissé ces dernières années, mais de façon assez minime. Les API, ça correspond quand même à 400 000 hospitalisations aux urgences par an pour coma éthylique. Ça représente plus de 18% des patients consultant en médecine générale. Hein. Et donc, je vous le rappelle, 30 à 50% de ces personnes chez qui on aura une intervention brève, eh bien, vont diminuer durablement leur consommation d'alcool pour revenir, si vous voulez, dans un niveau de sécurité plus intéressant. Donc, vous voyez, c'est un domaine peut-être dans lequel on n'avait pas pensé faire un repérage et une intervention brève. Et pourtant, c'est un domaine où il y a énormément de conséquences et qui est relativement fréquent. Donc, le RPIB est à l'initiative du professionnel en dehors de toute demande de la personne. Ça, c'est très important. Hein. La personne n'est pas demandeuse de l'intervention, mais le professionnel eh bien, va pratiquer l'intervention. L'intérêt de le faire, c'est que la personne ne peut être demandeuse qu'à partir du moment où elle va identifier des problèmes posés par son comportement, sa consommation, des dommages. Et donc là, malheureusement, il sera trop tard déjà pour avoir le bénéfice maximum, si vous voulez, de l'intervention brève. Donc, c'est à l'initiative du professionnel, sans demande de la personne, et donc forcément, ça va demander un petit peu de doigté, si vous voulez, pour l'introduire, le mettre en place, sans qu'il y ait de rejet de la personne. De toute façon, on n'impose rien à la personne. Si la personne vous dit, mais tiens, ouais, non, mais écoutez, ça m'intéresse pas, voilà, ça s'arrête là. Hein. On lui propose d'en parler une autre fois, et puis c'est tout. Mais en général, ça ne pose aucun problème. Donc, la mise en œuvre est immédiate. Au niveau du temps, ça va prendre entre 5 minutes et 20 minutes. J'aurais plutôt dû dire entre 1 minute et 20 minutes, parce que vous le verrez, si la réponse immédiate de la personne est, par exemple, alors qu'on lui demande si elle consomme de l'alcool, du tabac, lui dit non, je n'en consomme pas, eh bien, c'est terminé, ça s'arrête déjà là. Hein.
Et enfin, l'intervention brève se pratique suivant les principes de l'entretien motivationnel, mais attention, ce n'est pas de l'entretien motivationnel. On utilise uniquement les principes, l'empathie, ce genre de choses, rouler avec la résistance, ce genre de trucs, hein. Mais c'est un entretien directif et qui va amener à des conseils. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas du tout indiqué avec les jeunes. Parce que là, avec les jeunes, ça ne marche absolument pas. Donc, ça commence toujours par un temps de repérage. Le repérage, c'est le passage obligé pour l'intervention brève. C'est lui qui va dire si l'intervention brève derrière est indiquée ou pas. Si le repérage dit il n'y a pas d'indication de l'intervention brève, ça s'arrête là et ça a duré 1 ou 2 minutes. Donc c'est le repérage de quoi? C'est le repérage d'un comportement à risque dans l'usage d'une substance psychoactive. Je vous l'ai dit, c'est à l'initiative du professionnel et donc, idéalement, c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement. Donc, c'est un préalable incontournable à l'intervention brève, bien sûr, hein, c'est absolument nécessaire. Et pour le faire, il y a différentes façons. Alors, ce qui est fortement recommandé par les autorités sanitaires, c'est l'utilisation de questionnaires. Ces questionnaires, ils ont plusieurs avantages. Ils ont l'avantage d'abord d'être standardisés, d'avoir été étudiés, d'être parfaitement adaptés à l'exercice du professionnel et à ce qu'on veut explorer. Mais l'avantage principal, c'est pas ça. L'avantage principal, c'est que ça va être un tiers, si vous voulez, à la relation entre la personne et l'intervenant. On ne va pas prendre le questionnaire et poser strictement les questions, si vous voulez, les unes derrière les autres, en cochant la croix oui, non. On peut le faire comme ça. Mais c'est dommage parce que ça va nous faire rater une façon de créer une relation différente avec le patient. Alors, bien sûr, on va poser la question sans trop la transformer, de façon à ne pas la dénaturer. Mais en fonction de la question, de la réponse qu'on va avoir, eh bien, on va pouvoir un petit peu engager la conversation avec la personne. Si, par exemple, la réponse est une réponse positive, ah oui, je consomme de l'alcool, eh bien, on va peut-être pouvoir un petit peu dire, bah, tiens, raconte-moi un petit peu quand est-ce que tu as consommé la première fois. Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette consommation. Sans perdre de vue que l'objectif, quand même, c'est une évaluation précise, si vous voulez, de la situation. Donc, c'est un support à l'entretien. Et dès qu'on a fini, eh bien, on va rendre à la personne le résultat de l'évaluation. Alors, on ne va pas lui rendre brutalement en lui disant tu es complètement addict, tu es alcoolique. Voilà, on ne va pas partir dans ce genre de choses. Il ne faut pas être stigmatisant. On va présenter la chose de façon à ce que la relation ne s'arrête pas immédiatement, d'autant plus qu'on va le voir un petit peu plus loin. Il faut quand même se méfier des questionnaires courts dont les résultats peuvent être relativement faux. Vous savez, ça, c'est le même principe que les TROD. Alors, vous connaissez les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique pour le VIH, pour l'hépatite C. On sait qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs. Et bien là, c'est pareil. Vous verrez tout à l'heure que dans le cadre de l'alcool, par exemple, si on utilise le questionnaire FACE, qui est un questionnaire... Alors voilà, là, on va aller sur justement le questionnaire que je voulais vous montrer, qui est celui dont on parle actuellement. Voilà, donc le questionnaire qu'on va vous présenter, c'est l'outil d'aide au repérage précoce de l'HAS, repérage précoce des problèmes d'alcool, de tabac et de cannabis chez l'adulte. Alors, il présente un intérêt, c'est qu'il regroupe... Alors, on va descendre un tout petit peu. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Ça se trouve en ligne. C'est facile à imprimer. C'est 2 pages. Vous avez au début, donc, un certain nombre d'éléments, si vous voulez, on en parlera un petit peu plus loin, qui vont vous être utiles pour repérer les niveaux de consommation. Alors, comme disait Caria, ils sont un petit peu has-been, parce que là, on vous présente, par exemple, pour la consommation d'alcool,
ce qui était retenu par l'OMS il y a quelques années, à savoir 21 verres standards, c'est-à-dire contenant 10 grammes d'alcool chez les hommes par semaine, 14 verres chez les femmes, alors que depuis mai 2017, en France, on est à 10 verres par semaine pour les hommes et les femmes. Mais bon, ça n'a pas été réactualisé, mais ça n'a pas une grande importance dans le cadre, si vous voulez, du questionnaire. Alors, on va descendre un petit peu, et vous allez avoir donc sur la même page, le questionnaire FACE, par exemple, pour l'alcool. Alors, ce questionnaire FACE, il est très intéressant parce qu'il est rapide. Hein, il n'y a que 5 questions. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'une jeune femme, 23-24 ans, qui 2 fois par mois fait une fête dans laquelle elle boit 6-7 verres d'alcool. Alors, si on répond à ces questions, la question 1, à quelle fréquence consommez-vous des boissons contenant de l'alcool? Alors, j'ai dit 2 fois par mois, donc on est à 2 à 4 fois par mois, donc 2 points. Combien de verres standards buvez-vous? Eh bien, je bois au moins quand même une bouteille de vin, hein, donc on est à 5 à 6 verres, donc on est encore à 2 points, on est à 4 points. Est-ce que votre entourage vous a déjà fait des remarques concernant votre consommation d'alcool? Ben oui, parce que quand je suis rentré chez moi plus que nettement ivre, mes parents m'ont dit quand même que bon, j'exagérais un petit peu, donc je suis déjà à 8 points. Vous est-il arrivé de consommer de l'alcool le matin? Non, jamais, donc rien. Et vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir le matin de ce que vous avez pu faire la veille? Ben oui, ça m'est déjà arrivé ça, hein, de ne pas me souvenir de ce que j'ai fait dans la soirée. Donc je suis déjà à 12. Et vous voyez que dépendance probable, hommes et femmes, plus de 8. Donc avec ce questionnaire court, cette personne-là, on lui dirait, vous êtes dépendante de l'alcool. Alors que si vous prenez la version longue de ce questionnaire qui est l'audit, vous verrez que cette personne-là n'est pas dépendante de l'alcool et elle est très exactement dans une situation où le RPIB a toute son indication. Donc méfiez-vous quand même des questionnaires courts comme ça. Ils sont intéressants parce qu'ils sont rapides, hein, mais il faut quand même pas perdre de vue, si vous voulez pas perdre le sens des réalités, puisque sur la situation que je vous ai exposée, sans même faire le questionnaire, vous savez de toute façon que cette dame, a priori, n'est pas dépendante. Voilà. Donc, méfiez-vous, c'est comme les TROD, c'est des tests d'orientation. Pour avoir quelque chose de plus précis, il va falloir utiliser quand même des tests un peu plus sophistiqués. Donc on descend encore. Voilà. Vous voyez qu'à la suite, vous avez le CAST, qui est un test destiné au cannabis. Et puis vous avez ensuite l'entretien pour le tabac. Et puis en bas, vous avez, on va descendre, voilà, des petites échelles qui peuvent vous être utiles. Hein, voilà. Donc, sur cette page-là, vous avez absolument tout ce qui est intéressant, si vous voulez, dans l'approche rapide d'une personne chez qui vous avez l'intention, si vous voulez, de pratiquer l'RPIB. Alors, on va revenir sur le diaporama. Une fois qu'on a fait le repérage et qu'on voit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, eh bien, on va passer à l'intervention brève. Donc, l'intervention brève, on l'a déjà dit, hein, c'est une démarche de prévention secondaire basée sur un entretien de type motivationnel, hein, mais qui est directif et qui va aboutir à des conseils. On s'adresse donc à des personnes qui ont une consommation excessive, mais qui ne sont pas dépendantes. L'objectif, donc, c'est le retour à un niveau inférieur de consommation en dessous d'un seuil de risque. Et donc, ça va nécessiter forcément qu'on définisse ce seuil de risque, hein, ce que je vous donnais tout à l'heure pour l'alcool, avec 10 verres par semaine actuellement, qui n'est pas un seuil de consommation normal, c'est un niveau de consommation à partir duquel les problèmes sont garantis, si vous voulez. Voilà, hein, de façon statistique. Ça a été pris comme seuil de consommation normal et non problématique par un certain nombre d'alcooliers il y a quelque temps, et ça a été immédiatement recalé par les autorités compétentes. Donc, l'objectif, c'est quoi? Provoquer une prise de conscience, inciter à un changement de comportement, être suffisamment brève pour être utilisable, être empathique sans juger, hein, là on est sur un peu de l'entretien motivationnel, et respecter le choix du patient, c'est-à-dire que s'il n'a pas envie, ça s'arrête là.
Donc, c'est standardisé suivant un schéma qu'on appelle FRAMES en anglais. Donc, le feedback, on commente, on définit le verre standard dans le cadre de l'alcool, on définit l'impact sur la santé, on responsabilise, puisque le changement de comportement est du fait de la décision du patient, on donne un conseil, on évoque comment on peut améliorer les choses, des petits trucs, des petites techniques, le patient a toujours le choix. L'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude empathique, mais ça c'est habituel pour tout soignant, mais aussi pour tout intervenant auprès d'un public jeune ou en situation de précarité, et encourager, soutenir même le patient dans sa capacité à changer son comportement. Si on donne un exemple avec l'alcool, et puis ensuite on va s'occuper un peu plus du tabac. Donc on restitue le test de repérage alcool, on explique quels sont les risques de l'alcool, on définit ce qu'est un verre standard. Le verre standard, c'est le verre de bar dans lequel il y a toujours 10 grammes d'alcool. Quel est l'intérêt de réduire? Là, on va par exemple parler un petit peu de l'alcoolisation ponctuelle importante. Ah ben ouais, tu te rappelles pas quand même des soirées qui passent? Bon, ben c'est dommage parce qu'il s'est peut-être passé des trucs sympas dans ces soirées-là. Enfin voilà, on va essayer de donner, plutôt de faire dire à la personne quels sont les avantages qu'elle pourrait avoir à diminuer sa consommation. Et puis, laisser le choix, donner la possibilité d'en reparler et éventuellement remettre un document, non pas pour qu'il le lise forcément, mais plus pour créer un lien et pouvoir en reparler dans un deuxième temps. Donc, quels sont les freins du RPIB? Pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà. C'est que le RPIB peut, en tout cas pour un médecin, un professionnel de santé, forcément augmenter le temps de consultation. Dans les cas de polyconsommation, ça va être compliqué et il faudra peut-être pas s'y attaquer, sauf chez les jeunes avec l'intervention précoce, en ne parlant pas des produits, en se décentrant des produits, mais en parlant au contraire de ce que ça leur apporte. Et puis, bien sûr, la nécessité absolue d'être formé. Donc, le RPIB s'adresse essentiellement à des personnes non dépendantes. Le problème avec le tabac, c'est qu'il y a très peu de consommateurs qui ne sont pas dépendants. Et là, donc, ça va totalement à l'inverse de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'il y a tellement de morts, si vous voulez, et de morbidité avec le tabac, que c'est quand même dommage de ne pas essayer de mettre en place quelque chose comme le RPIB, qui finalement est rapide, efficace et durable. Le problème avec le tabac aussi, c'est que si avec l'alcool, par exemple, avec le RPIB, on recherche la diminution de la consommation, avec le tabac, c'est pas possible. Parce que on sait aujourd'hui que la diminution de la consommation n'a aucun impact sur la diminution de l'incidence des cancers. Que je fume un paquet par jour ou 3 cigarettes par jour, ça ne va pas changer grand-chose sur mon risque de développer un cancer à cause du tabac. Ce qui dure dans le développement, ce qui sert dans le développement des cancers, si vous voulez, c'est la durée d'imprégnation par le tabac. Et donc, ce qu'il va falloir obtenir, c'est l'arrêt du tabac. Donc, vous voyez, là encore, c'est autre chose qu'avec l'alcool. Donc, on a mis au point une version particulière du RPIB appliquée au tabac. C'est ce qu'on appelle le conseil minimal. Je vous le disais, un des problèmes avec le tabac, c'est ça, c'est que le tabac est un produit extrêmement addictif. Là, on a une classification, si vous voulez, du pouvoir de dépendance de différents produits. Et vous voyez que tout produit confondu, c'est le tabac qui est à l'origine du plus grand taux de dépendance. Ce taux de dépendance, on le détermine comment? Dans une population, on va prendre toutes les personnes qui ont consommé le produit au moins une fois et on va voir
combien, parmi ces personnes qui ont consommé le produit au moins une fois, sont devenues dépendantes, et de très loin, c'est le tabac. Suivi de très près par la cocaïne, l'héroïne, puis l'alcool, les amphétamines et le cannabis. Finalement, vous voyez, le cannabis, c'est un produit qui ne provoque pas beaucoup de dépendance. Attention, on parle là de dépendance globale, mais si on s'intéresse à une dépendance forte, on va voir là que c'est l'héroïne, effectivement, qui provoque le plus de dépendance forte, suivi de la cocaïne et de l'alcool, mais tout niveau de dépendance confondu, et c'est ça qui nous intéresse finalement dans le RPIB, eh bien, c'est le tabac. Qu'est-ce que va apporter le conseil minimal, donc l'application du RPIB au tabac, dans la prise en charge du tabagisme? Alors, l'arrêt spontané, volontaire et solitaire du tabac par une personne, c'est environ 1 à 3%. Rajouter du RPIB, ça va rajouter 1 à 3% à un an. C'est-à-dire qu'on va passer à un taux de 2 à 6%, surtout chez les fumeurs de moins de 10 cigarettes. C'est-à-dire effectivement les personnes qui vont avoir une dépendance plus faible. Donc là, c'est quand même déjà un petit peu intéressant, puisque vous allez le voir, le RPIB, ça dure 2 minutes, quoi, enfin le conseil minimal. Donc si on peut passer de 1 à 3% à 2 à 6%, ben, c'est pas mal. Sur 71 000 morts, ça représente quand même pas mal de personnes. Mais le plus important, c'est ça, c'est que le conseil minimal, complété par autre chose, eh bien on va atteindre les 17 à 30%, parfois plus d'ailleurs, suivant les techniques employées, d'arrêt à 6 mois. Et là, ça commence effectivement à devenir très intéressant. Alors, le conseil minimal, ça suit le principe des 4 A, demander à la personne si elle fume, conseiller l'arrêt du tabac, proposer une aide à l'arrêt, assurer, s'assurer du suivi tabacologique. C'est quoi le conseil minimal? C'est c'est quelques questions. Il va s'adresser à tous les fumeurs, désireux ou pas de stopper leur consommation. Et donc, c'est une intervention standardisée à l'initiative du professionnel, comme toutes les interventions de RPIB. La première question, c'est: est-ce que vous fumez? Non, je ne fume pas. C'est fini. Ça n'ira pas plus loin, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si la réponse est oui, c'est: est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter de fumer? Bah non. Bah non, on va interroger un petit peu pourquoi. Ah ben ça peut être parce que, ben écoutez, ça m'est nécessaire, ça m'aide, ça me détend. Alors là, on est dans un autre domaine, on va avoir besoin d'explorer ça un petit peu différemment. Et là, on va effectivement utiliser, peut-être dans une autre séance, des techniques de motivation, d'exploration de cette problématique pour, dans un autre temps, pouvoir peut-être reprendre cette consommation. Si la personne répond oui, envisagez-vous de cesser de fumer? Oui. Là, on va proposer une aide. Cette aide, elle va être fonction des possibilités du professionnel. Si c'est un professionnel de santé qui a la possibilité de prescrire, par exemple, des substituts nicotiniques, c'est quelque chose qu'il pourra utiliser. Ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas un professionnel de santé, eh bien, en fonction du niveau de dépendance, on va pouvoir proposer différentes choses. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui fume peu depuis peu de temps, il ne sera pas forcément nécessaire d'utiliser des substituts nicotiniques, mais d'autres techniques pourront être intéressantes. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la relaxation, ça peut être plein de choses. Ça peut être une psychothérapie. Voilà, il y a plein de possibilités. Malgré tout, il faut savoir que c'est tellement difficile d'arrêter le tabac quand on fume un certain nombre de cigarettes depuis un petit peu longtemps qu'il va être souvent nécessaire d'utiliser des substituts nicotiniques. Et c'est d'ailleurs pour cela que un certain nombre de professions médicales qui n'avaient pas ce droit jusqu'à présent
ont maintenant le droit de prescription des substituts nicotiniques. Parce que, eh bien, les médecins qui en avaient la possibilité, c'est trop peu, si vous voulez, de prescripteurs, et on a essayé d'étendre le plus possible la prescription de ces substituts. Si le professionnel qui fait le repérage n'a pas cette possibilité de prescription et qu'il voit que ça va être compliqué sans ça, il y a toujours la possibilité d'une orientation tout en continuant l'accompagnement, l'orientation vers un médecin généraliste par exemple, qui n'est pas forcément quelqu'un qui va soutenir, si vous voulez, la démarche de la personne sur la durée, et le soutien peut être assuré par un autre professionnel. Ça, c'est en collaboration avec le médecin, c'est pas du tout un problème. Donc, si la réponse est non, eh bien, on va encourager la personne à réfléchir un petit peu à tout ça, et puis on va lui proposer éventuellement donc de se revoir et d'en rediscuter dans une autre occasion. Donc, vous voyez que c'est une intervention qui est finalement extrêmement simple, extrêmement rapide, et dont les bénéfices peuvent être importants. Donc, en résumé, repérer, intervenir. Le repérage doit être systématique. Alors, pour un médecin, il va y avoir des tas d'occasions de le faire. Ça peut être orienté par des pathologies, tout un tas de choses. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de santé, eh bien, ça peut être lors d'une rencontre où on va aborder, par exemple, des problèmes sociaux, des difficultés financières, et où la personne va vous exposer que sa consommation de tabac, qui lui coûte 10 € par jour, eh bien, forcément, à la fin du mois, sur son RSA, ça représente une somme considérable. Et là, on va lui dire, peut-être, est-ce que vous avez déjà envisagé d'arrêter de fumer ? Ah non, mais vous voudriez arrêter de fumer? Ah oui, voilà, on y est. On est tout à fait dans cette démarche-là. Et donc, on va pouvoir mettre en place ce RPIB et orienter, bien sûr, si la personne est vraiment en difficulté, vers le professionnel qui sera susceptible ensuite de l'accompagner. Donc, le temps, c'est entre 1 et 20 minutes. Souvent, c'est une séance, mais avec le tabac, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça va demander quand même de revoir la personne. Ça va demander un petit peu plus de temps. Donc, en conclusion, le RPIB en consultation dans le cadre de consommation excessive est un outil facile à mettre en œuvre. C'est simple, c'est rapide. Son efficacité est prouvée. Dans le cadre du tabac, l'objectif, c'est l'arrêt, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'alcool. Le problème du cannabis, c'est que la diminution est relativement facile, en tout cas sur des petites quantités, mais c'est difficile de ne proposer que la diminution puisqu'on est quand même sur un stupéfiant et que c'est illégal. Voilà. Mettre en œuvre le RPIB, c'est quand même quelque chose qui est très rentable. On sauve des vies, on diminue très fortement la morbidité, et il faut savoir qu'il y a quand même des partenaires pour vous soutenir. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Même si vous n'avez pas cette possibilité de prescription, il y a toujours des prescripteurs potentiels avec qui on peut faire un bout de chemin pour prendre en charge et aider ces personnes. Voilà. Dans ces soutiens, vous avez le DICAD, vous avez un site internet, DICAD 13, et vous avez des dossiers documentaires qui sont très bien faits par produit, par public, vous voyez. Vous pouvez y trouver tout un tas d'informations. Vous avez un espace professionnel. Voilà. Et on est à votre disposition par téléphone pour vous donner des conseils. Et vous savez que le CRES est là aussi pour vous aider dans vos démarches et dans vos formations dans ce domaine. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Alors, le problème du tabac, c'est que c'est tellement difficile d'arrêter, si vous voulez, par rapport à une simple diminution sur une consommation d'alcool qui va être effectivement excessive mais occasionnelle, qu'il va falloir un soutien à la personne. Donc, les entretiens suivants, ils vont servir d'abord à réadapter, réajuster une éventuelle prescription de substituts nicotiniques, puisque le tabac est quand même le seul produit dont la quantité de produits ingérés
ne dépend pas du nombre de cigarettes. Par exemple, sur 10 cigarettes, je peux extraire une infinité de quantités de produits suivant la façon dont je vais fumer, hein, suivant si je tire fort ou pas, suivant le type de cigarette que je vais utiliser, si c'est déroulé, si c'est industriel, tout ça. Voilà. Donc, il va être quand même relativement compliqué d'évaluer immédiatement, dès la première fois, le niveau de substitut nicotinique qu'il va falloir. Donc, il y a différentes techniques pour ça, hein. Vous avez quelques guides qui sont très bien faits sur le sujet que j'ai préparé pour vous les montrer. Voilà, c'est le guide du RESPAD, premier geste en tabacologie, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et puis, vous avez un autre qui est passionnant, qui est tabagisme et santé mentale. Hein, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça, c'est deux vraiment petits bouquins qui sont fabuleux. Donc, on vous explique que, notamment pour les substituts nicotiniques, eh bien, il ne faut surtout pas les sous-doser. Moi, je fais exactement l'inverse. Je les sous-dose systématiquement. Parce que si on cherche à ne pas les sous-doser, on risque d'abord de les surdoser. Si vous en parlez avec des personnes qui ont eu un surdosage en substituts nicotiniques, ils vont vous expliquer qu'ils ont immédiatement arrêté et qu'ils n'ont surtout pas voulu en reprendre, hein. Et puis, le fait de ne pas les sous-doser, ça va imposer un arrêt quasi immédiat, si vous voulez, de toute consommation de tabac. Et donc, si on le sous-dose, on va autoriser la personne à consommer encore quelques cigarettes en attendant qu'on la revoie. Et la personne elle va très facilement se régler à un nombre de cigarettes qui, rajouté au substitut nicotinique, va lui permettre d'être à l'équilibre. Et donc, quand on va voir ce niveau de cigarettes qu'elle consomme, ça va nous donner une information extrêmement précieuse sur l'ajustement qu'on va devoir faire lors de la deuxième rencontre, hein, voilà. Après, il y a des gens chez qui l'arrêt est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'ils ont déjà arrêté 10 fois et que 10 fois ils n'y sont pas arrivés et qu'ils vous disent non, mais c'est même pas la peine d'essayer une fois de plus, si vous voulez, moi je n'y arriverai pas, quoi. Ben, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas essayer d'arrêter là. On va juste essayer de diminuer. Alors effectivement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire puisque ça diminue pas le risque de cancer. Sauf que si ça fait 6 mois que vous êtes à 2 cigarettes au lieu d'être à 2 paquets, ça va être quand même plus facile d'arrêter à ce moment-là. Et donc, si on ne perd pas de vue l'objectif d'arrêt, donc ça nécessite quand même un accompagnement là par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, si vous voulez, on va pouvoir effectivement arriver à de bons résultats chez des personnes qui n'y sont jamais arrivées jusque-là, hein. Et donc, les consultations suivantes, elles vont servir à ça, hein, adapter la prise en charge, conforter la personne dans ce qu'elle a réussi, et l'encourager, la motiver, hein, de façon à continuer, parce que c'est quand même très difficile d'arrêter le tabac. C'est pas forcément idéal, surtout quand on va vers eux et qu'on les rencontre en milieu extérieur. On ne va pas sortir sa feuille de papier, hein. D'autant plus que chez les jeunes, l'objectif, c'est pas forcément, si vous voulez, qu'ils arrêtent immédiatement, notamment le tabac, hein. C'est plutôt leur faire prendre conscience un petit peu de la problématique, les faire parler entre eux de ça. On va essayer plutôt de donner, comment dire, une orientation vers une auto-prise en charge. Voilà. Donc les questionnaires chez les jeunes, en extérieur, dans la rencontre comme ça, la rencontre première, c'est pas très intéressant. Par contre, l'intérêt, c'est de se faire repérer, hein, dans ce cadre-là, de se faire repérer, qu'ils sachent où vous revoir. Et là, à ce moment-là, lorsqu'ils viennent vous voir, hein, sur votre terrain à vous, seul, sans le regard des autres, alors ça va être intéressant d'utiliser peut-être un questionnaire comme tiers, si vous voulez, à l'entretien. Ah ben tiens, si tu veux, on fait ça. On va un petit peu voir un petit peu où tu en es là, au niveau de ta consommation. Est-ce que tu es dépendant ou pas? Moi, je crois pas, mais bon, on sait jamais, hein, on peut voir, hein. Alors écoute, si ça te dit, on le fait. Voilà, et puis on va faire le questionnaire comme ça ensemble, et surtout, on va beaucoup le discuter, hein. On va beaucoup parler autour de ça, hein. Ce qui est important chez les jeunes, c'est pas de leur dire des choses, c'est de les écouter, de les faire se raconter. Ils aiment se raconter, ils aiment vous expliquer un petit peu, hein, ce qu'ils vivent, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils rencontrent dans les produits. Et ça va permettre de créer le lien et dans un deuxième temps, bien d'aller un petit peu plus loin dans la prise en charge, hein. Alors ça, c'est une question compliquée, hein. Alors,
Ça dépend des sociétés, ça dépend de beaucoup de choses. Vous savez que chez les Romains, on était adolescents presque jusqu'à 30 ans. On a quelques tanguis quand même. Voilà. Le problème, c'est l'évolution de nos sociétés. Il y avait avant des espèces de, comment dire, de rites de passage, hein, de l'âge jeune à l'âge adulte. C'était par exemple le service militaire, un premier travail, le fait de prendre un appartement, ce genre de choses. Ce sont des choses qui aujourd'hui n'existent plus ou deviennent très compliquées. Donc on va plutôt considérer la fin de la maturation cérébrale, si vous voulez, hein. Donc, on va dire que jusqu'à 25 ans, on va considérer que c'est des adultes jeunes, hein, on va parler d'adultes jeunes, parce que la maturation cérébrale n'est pas terminée. Au-delà de 25 ans, on va plutôt parler d'adultes. C'est vrai que c'est une limite qui est assez intéressante, mais de l'autre côté, on a la même problématique pour dire finalement à partir de quel âge ils deviennent ados, quoi, hein. Est-ce que c'est la puberté? Est-ce que c'est l'entrée en sixième? Parce que même s'ils ne sont pas pubères, l'entrée en sixième, eh bien, au niveau social, sociétal, il y a tout qui change, hein, voilà. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, on a des difficultés à définir parce que les repères habituels qu'on avait pour ça, si vous voulez, n'existent plus. Dans certaines sociétés primitives, eh bien, c'est le passage initiatique, hein, qui fait qu'on va passer de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Dans nos sociétés occidentales modernes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Effectivement, je vois que quelqu'un nous dit que en travaillant auprès de mineurs non accompagnés, c'est difficile de faire la distinction, si vous voulez, dans ce domaine-là. Bien, c'est tout à fait vrai. D'autant plus qu'en plus, il y a les addictions, les consommations vont troubler, hein, aussi un petit peu cette limite. Et puis, de notre côté, les adultes, vous avez une espèce de recherche de jeunisme, là, où les mères s'habillent un peu comme leurs ados, si vous voulez, où il est parfois difficile de faire la différence, hein. On a ce mythe de l'éternelle jeunesse qui fait que ça devient aussi compliqué. Voilà. Donc le passage entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte est quelque chose de compliqué. Sur un plan physiologique, on peut dire qu'en gros, c'est à peu près autour de 25 ans. Voilà. Alors, si c'est un adulte, il y a une grande part de comportement dans le tabac. Et on peut essayer de faire ce qu'on va appeler un reconditionnement comportemental. C'est-à-dire prendre de nouvelles habitudes. On va par exemple lui demander s'il fume dans la voiture. Ah oui, je fume dans la voiture. Vous en fumez beaucoup dans la voiture? 2, 3 sur les parcours un peu longs. Écoutez, une des premières choses à faire peut-être, c'est simplement d'essayer de diminuer ou d'arrêter les cigarettes dans la voiture en les remplaçant par autre chose. Alors là, les remplacer par autre chose, l'idéal, c'est les pastilles ou les chewing-gums à la nicotine, si vous voulez. On n'essaie pas du tout de les remplacer toutes d'un coup, mais d'abord une. Et puis quand on arrive à en remplacer une, eh bien on va essayer d'en remplacer la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme que dans la voiture, eh bien, il n'y a plus de cigarettes. Pourquoi c'est intéressant qu'il n'y ait plus de cigarettes? Parce que à partir du moment où il y a l'odeur du tabac, il y a la toxicité du tabac. Et donc les gamins, même si on ne fume pas en leur présence, quand ils montent dans cette voiture qui sent le tabac, eh bien, ils sont victimes de la toxicité du tabac. À partir du moment où il y a odeur, il y a toxicité. Donc, on a un argument là, hein, intéressant pour dire, vous voyez, ça vaut le coup quand même d'arrêter de fumer dans la voiture, hein. Pour vos gamins, ça serait mieux, par exemple, hein. On ne culpabilise pas, attention, surtout pas, hein, parce que ça ne sert à rien, hein. On peut le faire dire à la personne, ça, et puis, eh bien, on va lui présenter la façon de diminuer un petit peu la consommation dans la voiture. Alors, l'objectif, c'est pas qu'il arrête de fumer dans la voiture, mais qu'il en fume 4 dès qu'il descend, si vous voulez, hein, parce que sinon, ça aura servi à rien. Donc, là, on va avoir intérêt à trouver un système de substitution dans la voiture, et l'idéal, là, ça reste quand même les comprimés à la nicotine ou les chewing-gums à la nicotine, mais ça peut être aussi un chewing-gum sans sucre ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Mais pourquoi plus tard? Tout de suite, bien sûr, hein. Le principe est très simple, si vous voulez.
hein, et notamment chez les jeunes, on peut très bien en groupe les faire discuter un petit peu des écrans. Hein. Est-ce que, alors on ne va pas partir d'entrée sur les problèmes qu'ils ont observés ou ce genre de choses, si vous voulez, mais il y a bien un moment où on va arriver à en parler. Ah ben ouais, moi quand j'ai joué le soir, le matin je suis cuit, hein, donc finalement ça m'arrive souvent de rater l'école ou des trucs comme ça. Voilà, on va parler un petit peu de ça, d'autant plus que le problème des écrans, c'est souvent pas une addiction, hein. C'est plus une mauvaise gestion du temps de jeu sur les écrans qu'un problème d'addiction. Il n'y a pas d'addiction chez les jeunes, hein. C'est très très rare, si vous voulez, qu'on ait des addictions aux écrans. Mais attention, il n'est pas nécessaire qu'il y ait addiction à un produit ou à un comportement pour qu'on ait de graves problèmes à cause de ce produit et de ce comportement. Je vous donne un exemple. Je bois jamais, mais hier soir, j'ai fait la fête un peu chez des copains. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein, j'ai bu 4-5 verres et puis en rentrant en voiture, de toute façon, j'habite à 500 mètres, donc c'est pas loin, il n'y a pas de danger. J'ai écrasé un cycliste. Je ne suis pas alcoolique. J'ai quand même un sacré problème à cause de ma consommation d'alcool. C'est pareil avec les écrans. Il n'est pas nécessaire d'être addict aux jeux vidéo, aux écrans, pour avoir des conséquences importantes en termes de déscolarisation, de désocialisation et même de santé, par manque de sommeil ou des choses comme ça, si vous voulez, du fait d'un usage inapproprié, excessif d'écran. Ça, c'est vraiment fondamental avec les jeunes, hein. Bien faire la différence entre l'addiction, la consommation et les problèmes qui ne sont pas obligatoirement, les conséquences qui ne sont pas forcément liées à une addiction. Le RPIB, c'est vous qui allez le faire, en fait, si vous pensez qu'il faut orienter. Vous le faites vous-même déjà. Et suivant la problématique de consommation, il n'y aura pas forcément nécessité d'orienter si vous vous êtes vous-même un peu formé. Je n'ai pas pris par hasard l'exemple des alcoolisations ponctuelles importantes, parce que c'est un domaine où tous les travailleurs du social ou du médical sont confrontés. Et il n'est pas indispensable d'être un professionnel de santé pour faire une action de prévention dans ce cadre-là auprès de jeunes adultes ou d'adultes, si vous voulez. Hein. Il suffit de s'être un petit peu formé à la technique, de savoir comment s'y prendre, de ne pas vouloir donner des conseils ravageurs, voilà, de ne pas culpabiliser, de bien avoir compris comment ça fonctionne. Et il n'y aura pas de problème. C'est tout l'intérêt du RPIB. N'oubliez pas, on s'adresse à des gens qui ne sont pas dépendants. Le tabac, c'est un cadre tout à fait à part dans le RPIB. C'est le seul domaine où on va utiliser le RPIB où les gens sont dépendants aux produits pour lesquels on veut intervenir, si vous voulez. Mais dans les autres domaines, comme les écrans ou l'alcool, par exemple, la plupart du temps, les gens ne seront pas dépendants auprès desquels on va intervenir. Donc là, il n'y a aucune difficulté pour que vous interveniez. Le cannabis, c'est quelque chose de très différent. Le cannabis, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'abord parce qu'il y a du tabac au milieu. Et donc la dépendance en général, elle est plus souvent liée au tabac qu'au cannabis. Vous l'avez vu tout à l'heure, le cannabis, c'est peu addictogène. Enfin, peu addictogène. Non, c'est un pouvoir de dépendance faible. Mais quand on interroge les jeunes, ils vous disent « Oui, mais monsieur, moi, des cigarettes, j'en fume pas, ça me plaît pas. Moi, ce qui me plaît, c'est le cannabis. Et j'ai déjà essayé de l'arrêter, le cannabis, et j'y arrive pas. » Eh bien, c'est que dans le cadre du joint de cannabis, l'addiction, elle n'est pas forcément liée à la dépendance. On est sur un produit très particulier où la dépendance est essentiellement liée au tabac. Mais alors pourquoi ils n'arrivent pas à le diminuer? Eh bien, c'est que l'addiction, elle est liée un peu au même phénomène que dans les addictions comportementales, hein, les addictions par exemple au jeu d'argent, les addictions sexuelles. Eh bien, elle est essentiellement liée au souvenir, si vous voulez, de l'expérience vécue. Et avec un joint de cannabis, l'expérience vécue, elle n'est pas liée au tabac, c'est bien évident. Elle est liée au cannabis. Et c'est ça, finalement, à quoi la personne est attachée. C'est à cette expérience, si vous voulez. Et donc, ça va demander une prise en charge différente. Hein. Donc, le cannabis, effectivement, avec le RPIB, on va pouvoir faire une approche, mais ça va demander quand même, comment dire,
un doigté un petit peu différent. Hein. Je crois que les domaines dans lesquels vous pouvez le plus facilement intervenir, ça va être essentiellement donc l'alcool, les écrans et peut-être aussi les jeux d'argent chez les jeunes, où quand même il y en a pas mal, et c'est bien d'intervenir avant qu'il y ait trop de dommages. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est quelque chose que là, par contre, on peut utiliser chez les jeunes. Ah ben oui, tu me dis que le cannabis, ouais, ça te pose pas de problème, hein, ouais, bon, ça va, ouais, ça te plaît, quoi, donc tu en profites. Mais il y a un truc qui m'interpelle un peu, c'est que tu m'as quand même dit que bon, bah, ça te coûtait quand même pas mal de ronds, et puis le matin, tu as du mal quand même pour te lever à l'école. Là, au niveau scolaire, c'est pas terrible, et ça t'ennuie un petit peu. Ouais, ouais, ben, voilà. Et puis on le laisse comme ça. Hein. On fait le rapprochement entre deux choses qui sont contradictoires, si vous voulez, hein, et on n'attend pas de réponse surtout, hein, on n'en cherche pas. Hein. On va le laisser un peu avec son paquet, là, hein, on va le laisser un petit peu réfléchir, on va le laisser un petit peu mûrir avec ça, hein, et puis après, eh bien, à l'occasion, on pourra peut-être y revenir. Chez les adultes, c'est un petit peu différent. C'est ce moment, si vous voulez, où la personne, elle sait pas de quel côté aller, si vous voulez. Elle a envie d'arrêter, mais finalement, la décision n'est pas prise parce que ça lui apporte encore beaucoup. Hein. Alors on peut faire éventuellement une balance décisionnelle, des trucs comme ça. Hein. Euh, mais c'est un moment où l'échange est très important avec la personne. Hein. C'est un peu la twilight zone, là, si vous voulez. Hein. C'est la ligne grise, la limite entre le jour et la nuit. Hein. Et donc, on va essayer d'accompagner un petit peu la réflexion de la personne dans ce domaine-là, à travers non pas le produit, mais finalement ce que ça lui apporte, essentiellement. On va toujours commencer par trouver les éléments positifs ou qu'elle dit comme étant positif et que finalement, souvent, elle a plu. Parce que si on prend l'exemple du tabac, par exemple, ah ben, je fume, je continue à fumer parce que ben, je suis anxieux et moi, quand je fume, ça me détend, quoi, ça me soulage, ça calme mon anxiété. Ah. Mais avant de fumer, vous étiez anxieux? Oh non, non, ça allait, mais vous savez, avec la vie, voilà, maintenant je suis anxieux. D'accord. En fait, il ne faut pas oublier que le manque de tabac apparaît au bout d'une heure et demie après la dernière cigarette. Le premier signe du manque, quel que soit le produit, le plus rapide, le plus fréquent, le plus constant, c'est l'anxiété. Et donc souvent, on se retrouve dans des situations, mais c'est vrai avec l'alcool par exemple, hein, où la personne en fait est en manque, ce manque se traduit par une anxiété. Je prends une cigarette que j'ai utilisée à un moment, effectivement, pour calmer de l'anxiété, parce que, bon, on pourrait y expliquer les mécanismes, si vous voulez, et ça va la faire disparaître. Et donc, j'imagine que ça me fait toujours le même effet. Seulement, cette anxiété constitutionnelle que j'avais à une époque, je ne l'ai plus. Aujourd'hui, ce n'est que du manque. Et en fait, avec la cigarette, je ne calme pas l'anxiété, je calme le manque. Voilà. Donc, on va un petit peu cheminer, si vous voulez, dans ce cadre-là, hein, sur ces facteurs de l'ambivalence, hein, finalement, sur les bénéfices, hein, que ça m'apporte toujours, ou que je crois que ça m'apporte, hein, et sur les inconvénients que j'ai encore un petit peu de mal, si vous voulez, à identifier et à exprimer. Voilà, donc on va prendre du temps pour travailler là-dessus avec la personne. Alors, pas chez les jeunes. Pas chez les jeunes, pour une raison très simple, c'est que la cigarette électronique, on va utiliser des produits à la nicotine, et chez les jeunes, on va aggraver, si vous voulez, la dépendance en leur fournissant encore de la nicotine. Donc, ça ne présente aucun intérêt. Il ne faut pas oublier que dans la cigarette électronique, il y a quand même un certain nombre de produits qui présentent une certaine toxicité. Ce n'est pas une toxicité importante, attention. Ça n'a rien à voir avec la toxicité d'une vraie cigarette. Mais il y a quand même une vraie toxicité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va proposer avec des jeunes. Avec des jeunes, on va utiliser d'autres moyens que la cigarette électronique. Après, la cigarette électronique, ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors, on va vous dire, oui, non, mais on ne sait pas les conséquences de la cigarette électronique. Si, on sait.
On sait, il y a des rapports importants qui ont été publiés en France, aux États-Unis. Les Anglais ont fait énormément d'études sur la cigarette électronique. On connaît beaucoup de choses. La cigarette électronique, on n'a jamais dit que c'était inoffensif. Ça s'inscrit dans, comment dire, une logique de réduction des dommages. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dommages liés à la cigarette électronique, on dit simplement les dommages avec la cigarette électronique n'ont rien à voir avec les dommages liés à la cigarette. Et si la cigarette électronique est le seul moyen pour un adulte dépendant qui a essayé déjà X fois d'arrêter de fumer et qui n'est jamais arrivé, si c'est le seul moyen pour lui permettre d'arrêter, eh bien pourquoi pas. Mais je vais dire au même titre que les substituts nicotiniques. Ils contiennent de la nicotine, ok, on ne dit pas que ça a une certaine toxicité, mais c'est une toxicité qui est relativement faible et surtout qui n'a rien à voir avec la toxicité de la fumée. À partir du moment où il n'y a pas de combustion, où il n'y a pas de fumée, la toxicité n'a plus rien à voir. On est dans une logique de réduction des dommages. Ce n'est pas parfait, mais voilà, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose, qui n'ont jamais réussi à y arriver, ça peut être une possibilité, en tout cas dans un premier temps. Hein, bien sûr, on ne perd pas de vue l'idée qu'à un moment, ça serait bien quand même de l'arrêter, la cigarette électronique, ou de les arrêter, les substituts nicotiniques, si vous voulez. L'objectif, ce n'est pas qu'ils les prennent à vie. Et justement, pour éviter qu'ils les prennent à vie, donc qu'ils deviennent dépendants de la cigarette électronique, il faut éviter de ne proposer que ça. Vous savez, ce qui fait l'addiction, c'est toujours la même chose, c'est l'unicité de la solution. L'addiction est une solution avant d'être un problème. Et c'est une solution unique. Et c'est pour ça que ça va devenir une addiction. Si la seule façon d'arrêter ma cigarette, c'est la cigarette électronique, et que je remplace ma cigarette que par de la cigarette électronique, ça va être compliqué d'arrêter à un moment la cigarette électronique. Beaucoup de gens vont y arriver, mais beaucoup de gens ne vont pas y arriver, surtout s'il y a une composante d'oralité importante que va apporter la cigarette électronique. Donc, on peut proposer toutes sortes de moyens. On peut proposer des substituts nicotiniques, des patchs, des pastilles, un petit peu de sophrologie, un petit peu d'éducation physique, sportive, un petit peu de gym, un petit peu d'activité physique, peut-être des activités culturelles pour un petit peu sortir de chez soi, parce que l'ennui, le fait d'être tout le temps chez soi, pardon, eh bien c'est un facteur de consommation, pas que pour le tabac, hein, pour tous les produits. Et puis, éventuellement, la cigarette électronique peut arriver là-dessus. Pourquoi pas? Mais de préférence parmi un certain nombre d'autres choses, si vous voulez. Il faut absolument éviter l'unicité de la solution qui va générer une autre dépendance à quelque chose, bien sûr, beaucoup moins dommageable et péjoratif que la cigarette, mais c'est pas parfait quand même. Hein, voilà. En tout cas, chez les jeunes, moi, c'est quelque chose que je déconseille totalement. Puisque, alors oui, vous allez me dire, mais il n'y a pas forcément des produits avec de la nicotine. Oui, mais écoutez, s'ils n'ont pas besoin de nicotine, ils n'ont à ce moment-là pas besoin de cigarettes électroniques. En tout cas, il ne faut pas la conseiller. Non, l'intervention précoce pour les jeunes. L'intervention brève, ce n'est pas basé sur les compétences psychosociales, c'est destiné aux adultes. Hein, et à ce moment-là, on a de vrais conseils de modération de la consommation. Par contre, il est intéressant de développer les compétences psychosociales parce qu'on est quand même souvent sur des publics vulnérables, précaires, et là on se rend compte que sur ces publics-là, effectivement, les compétences psychosociales de base souvent ne sont pas acquises. Hein, pour avoir travaillé pendant assez longtemps avec des gens au RSA en grande précarité, puis on se rendait compte qu'effectivement, il y avait quand même un niveau de compétence psychosociale relativement faible. Donc, à côté de la prise en charge spécifique du tabac, chez ces personnes-là, adultes, on va effectivement travailler les compétences psychosociales, mais ce n'est pas ça qui va les aider à arrêter le tabac. Ça va être un complément indispensable hein, pour certaines personnes, mais tout seul, ça ne suffira pas. Chez les jeunes, c'est différent.
hein, puisque chez les jeunes, souvent, ils n'ont pas encore développé de dépendance. Or, on sait que la meilleure prévention pour les addictions, ce n'est pas les interventions sur le tabac en terminale, alors qu'ils sont déjà dépendants depuis des années, puisqu'ils fument depuis des années, si vous voulez, c'est plutôt le développement, effectivement, des dépendances psychosociales qui vont aider les jeunes à affronter toutes les addictions, toutes les dépendances et toutes les difficultés de la vie, mais ça très tôt, hein, dès la fin de l'école primaire et le début du collège. Alors, les 4 As, c'est pas un outil, c'est une règle de conduite, si vous voulez. Hein. Ask, demander à la personne si elle fume. Alors, c'est dans le cadre du tabac, hein, les 4 A. Hein. Hein. Dans le cadre du RPIB en général, c'est frames. Hein. Donc, dans le cadre du tabac, c'est demander à la personne si elle fume, conseiller l'arrêt du tabac, proposer une aide à l'arrêt du tabac et assurer le suivi ou s'assurer, si on ne peut pas le faire, qu'il y aura un suivi. Voilà, hein, ça résume assez bien, si vous voulez, la démarche dans le cadre du tabac. Alors, les outils qu'on a dans le tabac, au niveau du repérage, bon, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. On a donc le RPIB. Alors, on en a d'autres, attention, de questionnaires, mais avec le tabac, c'est très simple. Vous savez, avec le tabac, la dépendance, elle est installée avec quelques cigarettes en quelques semaines. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. L'immense majorité des gens qui fument, même peu, sont de toute façon déjà dépendants. Mais ils ne vont pas être dépendants à un niveau très élevé, si vous voulez. Et donc, il y aura quand même plus de facilité à arrêter la consommation de tabac quand on fume que quelques cigarettes depuis quelques mois ou même un an ou deux, que quand on fume deux paquets, si vous voulez, depuis 20 ans. Voilà. Donc, le problème du repérage avec le tabac n'est pas très, très difficile. Ce qui est intéressant dans le repérage avec le tabac, c'est la question sur est-ce que vous avez déjà envisagé d'arrêter? C'est ça. Hein. Tout l'intérêt, si vous voulez, du conseil minimal, il est là. Hein. Il est dans cette question sur pensez-vous arrêter, quoi. Hein. Voilà. Mais le repérage, il est facile. Par contre, alors, pour d'autres produits, oui. Hein, il y a des questionnaires qui sont très intéressants en faisant attention, donc comme je vous l'expliquais, à ne pas prendre le résultat du questionnaire pour argent comptant, si vous voulez, il faut toujours regarder un petit peu de clairvoyance à ce niveau-là, hein, parce que plus les questionnaires sont courts et moins ils sont précis. Hein. Mais on peut très bien commencer par un questionnaire court et puis éventuellement, si la personne est d'accord, si on voit qu'on a un peu de mal à interpréter, eh bien, utiliser un questionnaire un petit peu plus long. Il y en a dans tous les domaines des questionnaires, vous allez en trouver pour les addictions sexuelles, pour le jeu, pour le cannabis, pour à peu près pour tout. Pour les jeux vidéo, bien sûr. Dans toute addiction, il y a une composante comportementale. Toujours. Je ne connais pas d'addiction sans composante comportementale. Si on prend, par exemple, les injecteurs d'héroïne, eh bien, on rencontre de temps en temps un injecteur qui vous explique que ça fait un an qu'il ne s'injecte plus, et puis l'autre jour, là, ça lui a pris d'un coup un craving pas possible. Il s'est injecté de l'eau distillée, ça lui a fait un bien fou. Pourtant, l'eau distillée, ça n'apporte rien. Hein. Il y a une dépendance comportementale. Et dans le tabac, cette dépendance comportementale est très importante, surtout chez les femmes. Et c'est pour ça que, mais pas que, hein, attention, hein, que chez les femmes, le RPIB parfois a des résultats un petit peu moins bons. Pour ça, il faut connaître un petit peu l'histoire du tabac. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes fumaient la pipe. Pendant la Première Guerre mondiale, les tabaquiers américains ont fourni aux troupes américaines des cigarettes gratuitement. Et de retour aux États-Unis, les Américains ont fumé des cigarettes. Donc les tabaquiers étaient très contents, sauf qu'un marché leur échappait, le marché des femmes. Et donc ils ont essayé de voir comment faire fumer des cigarettes aux femmes. Ils ont fait intervenir un roi du marketing, Edward Bernays, qui accessoirement était le neveu de Freud, et qui a eu l'idée de faire défiler à la parade de Pâques à New York en 1929, en tête de défilé, une douzaine de mannequins, très bien habillés, très belles, fumant des cigarettes.
il avait convoqué la presse, et bien sûr, la presse leur a demandé pourquoi elles fumaient des cigarettes, et là, elles ont dit « This is torches of freedom », ce sont les flambeaux de notre liberté, c'est le symbole de notre indépendance et de notre liberté. Et les femmes se sont mises à fumer des cigarettes. En France, c'est arrivé dans les années 60, en même temps que les mouvements de libération de la femme. On voit que la consommation de tabac diminue avec le niveau de diplôme dans notre société, sauf chez les femmes, où elle augmente avec le niveau de diplôme. Donc les femmes qui ont des postes à responsabilité très élevés et qui sont souvent confrontées aux hommes, eh bien, fument plus que les autres. C'est exactement la symbolique de la cigarette d'Edward Bernays. Donc, la cigarette chez la femme a une fonction différente de celle de l'homme. Et donc, si on ne comprend pas cette fonction qu'a la cigarette, alors là j'ai pris l'exemple de la femme, mais c'est vrai pour chaque personne, si vous voulez, hein, et qu'on n'en tient pas compte, et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les addictions, eh bien, on va avoir du mal à aider la personne à arrêter sa consommation en s'attaquant uniquement à la dépendance chimique. Toujours penser à la fonction. Consommer, ça sert à quelque chose. C'est ma solution. La seule que j'ai trouvée, celle qui me convient parfaitement, toujours disponible, que je maîtrise totalement, toujours à la main, dont le résultat est certain. Je sais très exactement comment ça va se passer. Je sais très bien le gérer. Si vous me l'enlevez, qu'est-ce qui me reste? Donc à ce moment-là, il va falloir m'aider à le remplacer par autre chose. Donc c'est tout l'intérêt de la prise en charge comportementale, qui toute seule ne sera pas suffisante, parce qu'il y a quand même la dépendance chimique. Donc il est très important dans les addictions de faire cette double prise en charge, surtout dans le tabac, hein, où ça a une importance fondamentale, mais dans toutes les addictions. On va prendre un autre exemple, par exemple. Le binge drinking chez les jeunes. Finalement, hein, les alcoolisations ponctuelles importantes, finalement, ces jeunes qui boivent de cette façon-là, ils n'ont pas d'addiction à l'alcool, ils ne sont pas dépendants. Ils ont une addiction comportementale à une certaine conception de la fête. Ils n'arrivent pas à dissocier, ou plutôt ils ont associé la fête à la défense. Et donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Et ça, c'est du comportement, hein. C'est pas de la dépendance chimique. Donc il est toujours important d'identifier la fonction de la consommation ou de l'addiction, hein, et voir comment on va pouvoir prendre en charge cette composante comportementale. Oui, tout à fait, surtout quand c'est des gens qui ont déjà essayé plusieurs fois. Voilà. Si c'est une première fois et que la personne consomme pas tant que ça depuis pas si longtemps que ça, on aura peut-être intérêt à essayer le sevrage direct. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà un passé de consommation important, qui a subi déjà des échecs, et qui finalement n'est pas très partante pour essayer de nouveau, on peut effectivement proposer, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est pas ce qui est généralement conseillé, hein, mais c'est ce que je fais moi depuis des années et qui finalement m'a permis à des patients qui n'étaient jamais arrivés à arrêter, d'arrêter leur consommation. On peut leur proposer de limiter leur consommation en les aidant obligatoirement d'ailleurs avec des substituts, hein, pendant un certain temps, sans jamais perdre l'objectif qui est de toute façon défini avec eux au départ. Hein. On se dit, bon, bah, écoutez, d'accord, on va diminuer, mais bon, quand même, on va essayer, quand vous serez prêt, bah, vous le direz, hein, on essaiera peut-être d'arrêter. Et puis finalement, ces gens-là, vous allez les voir arriver un jour en vous disant, bah, vous savez, docteur, moi, ça fait 15 jours que j'ai arrêté, là. Bah, écoutez, ça ne m'apportait plus rien, les 2 dernières cigarettes que j'avais, là. Bah, finalement, bah, écoutez, j'ai arrêté, puis je m'en porte très bien. Voilà. Hein. Donc, surtout, il ne faut jamais présenter la diminution comme une fin en soi. Hein, ce n'est qu'une étape dans les situations compliquées, difficiles, où il y a eu beaucoup d'échecs dans le passé, une étape vers un arrêt. Hein, et on part de l'arrêt quand même dès le départ, hein, comme une option importante. Vous savez, comment dire, évaluer l'addiction, c'est toujours très compliqué. Même chez les adultes, des fois, ça va demander un petit peu de temps. Alors, dans une situation complexe comme ça, chez un jeune,
polyconsommateurs, avec des déterminismes traumatiques importants, avec des histoires de vie qu'on ne connaît pas forcément, avec des implications sur le moment dont on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, avec l'entrée dans certains trafics pour avoir 3 sous, avec bon voilà, c'est toujours très compliqué. On peut toujours essayer, si vous voulez, non pas du RPIB, mais de l'intervention précoce. Hein. Chez les jeunes, c'est l'intervention précoce. Hein. Ce n'est pas le RPIB, je le répète. Hein. Si on fait du RPIB chez les jeunes, ça ne va pas marcher. On va leur parler, si vous voulez, de choses qu'ils ne vont pas comprendre. Hein. Donc, ça doit rentrer dans le cadre, non pas d'une intervention ponctuelle, mais d'un accompagnement. Hein, alors après, ces jeunes-là sont souvent dans des foyers spécialisés, hein, dans des structures d'accueil spécialisées. Donc c'est quelque chose qu'il faut organiser, où on peut demander d'ailleurs l'intervention de professionnels, hein, de CJC notamment, hein, ou de professionnels de prévention spécialisée. Il y a des structures de prévention spécialisées qui sont tout à fait à même d'intervenir dans ce domaine-là, surtout celles qui ont des points accueil écoute jeunes ou des points écoute jeunes. Hein. Mais c'est quelque chose d'une intervention qui doit se programmer, si vous voulez, se concevoir sur une certaine durée. Parce que, surtout si en plus il y a des polyconsommations, il ne faut pas s'imaginer qu'on va améliorer ça rapidement. L'objectif d'ailleurs, dans un premier temps, ne va pas être d'arrêter, parce qu'on n'y arrivera pas, hein, mais plutôt d'arriver à une certaine modération, à peut-être éliminer des consommations trop excessives qui peuvent être dangereuses, problématiques. Voilà. On va avoir une espèce de démarche de cheminement comme ça. D'autant plus qu'il va en plus y avoir là un problème de groupe, hein, puisque ces jeunes-là, en général, consomment en groupe. Hein, ils ont une influence des pairs qui est très importante. Et donc, souvent, les interventions qu'on va programmer, organiser, vont être des interventions sur un groupe. Hein. Voilà, donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais on a la possibilité de faire intervenir des professionnels spécialisés. C'est toujours pareil, c'est une question de complexité. En théorie, l'idéal, c'est des médecins, mais si on compte que sur les médecins pour faire ça, on n'est pas arrivé. Hein. D'abord parce que les médecins, souvent, ont peu de temps, n'ont pas envie de se former, ils ne voient pas un grand intérêt, donc finalement, c'est un outil qui intéresse plus les non-médecins que les médecins, et heureusement. Donc, tous les professionnels, médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, en contact avec des publics précaires, en difficulté, à risque, doivent être à même d'intervenir dans ce cadre-là à leur niveau. Pour ça, il faut qu'ils soient formés. Il faut quand même un minimum de formation et il faut un minimum de réflexion. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va sauver les gens. Hein. Voilà. Souvent, les résultats, on ne les verra pas d'ailleurs. Hein, mais on sait que statistiquement, il y a des résultats. Hein, et donc, il ne faut pas partir en se disant qu'on veut avoir un résultat immédiat. Ça ne marche pas. Hein, ça va faire surjouer l'intervention, si vous voulez, et puis finalement, ça va être négatif. Hein. Il faut toujours être modeste dans les interventions, hein, et puis utiliser les outils qu'on maîtrise. Il ne faut pas vouloir utiliser des outils compliqués, si vous voulez, qu'on maîtrise mal. Hein. Ce qui marche, c'est souvent ce qui est simple et qu'on maîtrise bien. Et puis, on va peut-être après, petit à petit, monter en compétence, si vous voulez, à force d'utiliser certaines choses, mieux les maîtriser, puis pouvoir un petit peu étendre son domaine, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, finalement, c'est tous ces professionnels du médico-social hein, qui sont en contact avec ces publics, qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est nécessaire parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est le cas. C'est le cas. C'est une priorité donc du plan addiction. Enfin, c'était une priorité du plan addiction en 2013-2017. Hein. On n'a pas vu grand-chose. Moi, j'ai dû faire quelques interventions dans ce domaine-là. Il n'y a jamais eu trop de lendemain à ce genre de choses. C'est la première année qu'on fait des formations, en tout cas dans le coin, sur le RPIB.
Voilà, c'est difficile à mettre en place. Alors, il faut reconnaître que c'est un petit peu obscur hein, comme concept. Ça a l'air très simple comme ça. Finalement, c'est pas si simple que ça. On a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps, mais une fois qu'on est formé, on se rend compte que finalement, non, c'est assez rapide. On n'a pas forcément la conscience de l'efficacité, donc il faut faire confiance un petit peu aux statistiques, à ce genre de choses, ou si on a l'occasion de revoir des gens plus loin, bon, on va pouvoir un petit peu constater l'efficacité, si vous voulez. Voilà, c'est quelque chose de très important. Hein, après, il faut penser à le faire parce que ça ne présente d'intérêt que si on le fait souvent sur des publics qui ne sont pas demandeurs. Donc, finalement, un petit peu explorer la consommation des publics avec lesquels on est en contact. Il faut prendre l'habitude de le faire, mais il ne faut pas le faire sur le mode est-ce que vous buvez, est-ce que vous fumez, parce que là, ça va pas marcher cette histoire. Voilà, hein, il faut essayer de le faire un petit peu avec finesse. Euh, Ce qui est plus facile que de le faire de façon systématique, c'est de le faire de façon indiquée. Hein, quand on a des publics, si vous voulez, sur lesquels vraiment ça présente un intérêt, hein, par exemple si on a un public de jeunes femmes, eh bien on va pouvoir parler par exemple hein, de la maternité, de la grossesse, et à ce moment-là, éventuellement du tabac, de l'alcool, hein, dans ce cadre-là, hein, ça va être un sujet qui va être plus facile à aborder à travers un autre thème qui est celui de la maternité et de la grossesse, par exemple. Hein. Voilà, il faut un petit peu se saisir de tout ce qui est disponible pour essayer d'intervenir dans ce domaine-là. Non, en général, les formations sur l'intervention précoce se font à part. Alors, il y en a eu une qui a eu lieu il y a 2 ans à peu près, je crois, qui avait été organisée par Addiction Méditerranée et qui était destinée aux professionnels du médico-social en contact avec les jeunes. Mais je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis. Voilà, sur le thème spécifique de l'intervention précoce. Hein. Des formations sur le RPIB, il y en a, moi j'en fais de temps en temps. Hein. Alors c'est rare, hein. Quand on en fait 2 par an, c'est vraiment le bout du monde, si vous voulez. Mais sur l'intervention précoce, alors moi je n'en fais pas, et je n'ai pas connaissance de formation récemment, en tout cas dans le coin. Voilà. Il y en a eu qui ont été organisées dans le passé. Il y a eu un cycle hein, de formation par Addiction Méditerranée, puisque un psycho et une infirmière, peut-être un éducateur aussi du XAPOche Travail, avaient participé, si vous voulez, à ces formations-là. Mais ça remonte déjà un petit moment et je n'ai pas entendu parler d'autres formations de ce type-là récemment. Ok, donc pour se renseigner, le plus simple, c'est de contacter le réseau des centres ressources en Ouais. addiction. Oui, probablement. Au niveau de la fédération addiction, peut-être. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil du tout, hein. Le présentiel, ça permet quand même une finesse de l'analyse qu'on n'a pas du tout, si vous voulez, en vidéoconsultation. Dans le XAPA de la Seine, on a fait un petit peu effectivement de visio parce qu'on nous l'a demandé lors du premier confinement. On nous a redemandé d'en faire un petit peu là. Écoutez, on est quand même presque tous revenus au présentiel. Hein. On a très très peu de visio actuellement. On fait essentiellement du présentiel. Et les informations qu'on a ne sont pas du tout les mêmes, si vous voulez. Hein. Il y a très longtemps, moi j'avais fait il y a 25 ans, même plus, une formation euh, sur l'analyse transactionnelle. Alors, vous savez, l'analyse transactionnelle, c'est parole, musique et danse. C'est ce que dit la personne, le ton sur lequel elle le dit et la mimique pendant qu'elle le dit. Donc ça, en visio, c'est compliqué, quoi. Hein. En présentiel, ça saute aux yeux. Hein. Il y a des choses que l'on ressent, si vous voulez, dans l'entretien duel, en face à face, qu'on ne ressent pas du tout dans la visio. Alors bien sûr, c'est toujours mieux que rien, si vous voulez, mais dans une prise en charge compliquée, c'est pas terrible. Il vaut mieux à ce moment-là avoir recours aux applications, notamment pour le tabac. Hein. Vous avez des applications qui sont très très bien faites, hein, notamment pour les jeunes, qui sont assez ludiques
Alors, je n'ai pas pensé à mettre une diapo avec des noms d'applications. Enfin, ça se trouve assez facilement. Je crois que je les ai mises, par contre, dans la formation, il me semble. Ou en tout cas, je les ai quelque part, donc je pourrais les rajouter. Ça présente, à mon avis, plus d'intérêt. Hein, parce que la personne va pouvoir y avoir recours quand elle veut, très souvent, si vous voulez. Hein, alors que la visio, ça va être une fois de temps en temps. Dans le RPIB, ça présente, enfin, il n'y a pas d'indication, si vous voulez, mais dans la prise en charge de ce qui a été détecté par le RPIB, oui. Que ce soit dans les problèmes d'alcool ou de tabac, on va avoir différentes sortes de thérapies possibles, de prise en charge. On va avoir d'abord les prises en charge médicales, et puis on va avoir les prises en charge non médicales. Alors, prise en charge non médicale, ça va être effectivement toutes les psychothérapies, toutes les méthodes d'entretien et toutes les thérapeutiques alternatives, hypnose, acupuncture, enfin toutes ces choses-là. Alors là, il ne faut pas se tromper. Dans la bibliographie que vous avez proposée, il y a des études fort intéressantes sur l'efficacité de l'entretien motivationnel dans le cadre du sevrage tabagique. Et si on sait bien les lire, finalement, toutes les réponses sont dedans. Qu'est-ce qu'elles disent, ces études? Alors, la dernière étude a montré qu'il n'y avait aucune efficacité de l'entretien motivationnel dans le sevrage tabagique et que dans certains cas, même, ça pouvait aggraver la situation. Dans quelles circonstances ça peut aggraver la situation? Quand on a remis la personne dans une situation d'échec une nouvelle fois et que donc on a mal apprécié la situation et qu'on a proposé une solution thérapeutique qui n'était pas adaptée à la situation. Ça va être pareil pour toutes les thérapies alternatives. Il y a une étude qui montre que si on compare les thérapies alternatives avec les techniques médicales dans le sevrage tabagique, eh bien, le résultat à 3 mois est le même. C'est merveilleux, sauf qu'on sait très bien que toutes les thérapies alternatives marchent très bien jusqu'à 3 mois et commencent à ne plus marcher après. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? Eh bien, c'est que ces thérapies-là n'ont plus d'efficacité, les personnes reconsomment, alors que les traitements médicaux continuent à être efficaces. Mais, et c'est là que c'est très intéressant, si on associe ces thérapies alternatives à une prise en charge médicale, non seulement on va avoir à 3 mois des résultats bien supérieurs à ce que donne une seule prise en charge médicale, mais surtout cette supériorité de résultats va se maintenir sur la durée. Donc là, on voit bien quel est l'apport de ces thérapies alternatives, si vous voulez, avec le médical. Hein. Dans les situations simples, avec des dépendances très faibles, ces thérapies-là vont avoir une efficacité. Mais il ne faut pas s'imaginer que parce qu'elles marchent dans ces circonstances très simples, qu'elles vont marcher tout le temps. Ça serait une erreur. Hein, et ça serait favoriser de nouveaux échecs, si vous voulez, qui peuvent enquister un petit peu la personne dans, finalement, je ne le fais plus, je renonce. Ça, on le sait depuis très longtemps, on le sait depuis les années 70, hein, ça a été très bien étudié avec l'alcool, hein, où on a vu que le retour à des consommations modérées, même chez des gens alcoolodépendants, était possible, y compris avec des psychothérapies, des choses comme ça, en dehors de tout traitement médical, mais que ce n'était possible que chez des gens ayant un self important, beaucoup de ressources, si vous voulez. Bon, ça prendrait une heure hein, pour vous expliquer exactement le fonctionnement de tout ça, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que toutes ces thérapies-là, qu'elles soient TCC ou TCC, sont particulièrement intéressantes du fait, justement, de la composante de prise en charge comportementale qu'il y a dedans, si vous voulez. Hein. Mais les autres aussi peuvent être intéressantes, hein, mais elles ne vont pouvoir être utilisées seules que dans les situations, si vous voulez, les plus simples, mais elles vont être un complément indispensable aux prises en charge médicales dans les situations plus compliquées. Ben, c'est de se former, tout simplement. Hein, de se former, avant de se former, de lire peut-être un petit peu de documentation sur le RPIB,
Alors, vous avez un guide HAS là, qui est très très bien fait, qui date de 2014 et qui est très bien fait. Vous avez un guide du RPIB alcool pour les médecins généralistes qui est un petit peu ancien, mais qui lui aussi est très bien fait. Voilà, lire un petit peu des choses comme ça sur le RPIB de façon à avoir déjà quand même une certaine base théorique avant de se former. Et puis après, au moment de la mise en place, de ne pas chercher la complexité, de faire des choses simples, hein, petites, des petits objectifs et de monter progressivement. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé avec la liste des questions. Donc, je vous propose de conclure ce 4e webinaire de notre série. Docteur Ventre, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'était extrêmement intéressant. Je rappelle que le CRES propose une formation au RPIB pendant une journée. Le 16 février prochain, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. On va vous communiquer le lien. Et pour les participants des autres régions, merci de vous orienter vers votre ambassadeur Moisson Tabac. Ce webinaire, le contenu sera prochainement disponible sur le site du CRES et sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation d'ici quelques instants. Encore merci par avance de nous le retourner. Et on vous donne donc rendez-vous le 11 février prochain pour le 5e webinaire sur le thème tabac et gestion du poids, avec une tabacologue et une diététicienne. Merci encore, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.